On va partir d'une chose simple et profonde. Nos langues sont nos vies. Et lorsqu'on ampute les racines de nos patrimoines, lorsqu'on ampute nos racines, ce sont nos vies que l'on ampute. Je préfère parler de racines plutôt que d'identité. On utilise, à mon avis, trop souvent le mot identité, qui me laisse un goût de figé et de définitif. Avec le mot racine, je rends compte d'abord du fait qu'elles sont plurielles. Nous avons tous plusieurs racines, pas une seule. Ensuite, les racines évoluent. Elles se nourrissent du terroir et du patrimoine dans lequel elles sont implantées, mais elles subissent aussi l'influence de l'environnement, elles se nourrissent de l'environnement. Donc les racines, c'est vivant. L'identité est quelque chose qui me paraît trop définitif. Donc je parle plutôt de racines. Mais laissons cette considération philosophique et abordons le thème que j'ai décidé de vous proposer. Nous avons tous constaté, ça a été dit avant moi bien mieux que moi, la stagnation des filières bilingues. Et dans le cas de cette stagnation, quand on compare la stagnation des filières bilingues en Bretagne avec les progrès au Pays Basque, en Alsace et en Corse, on peut dire que c'est une stagnation catastrophique. Donc il va falloir réfléchir à des solutions et je voudrais vous en soumettre deux qui sont très concrètes et qui sont très stratégiques pour renforcer les filières bilingues, français-breton, toutes filières confondues bien sûr, puisque je parle aussi bien pour les filières d'Iwan que d'Iviez que d'Ihun. Même si je dois le dire, j'ai une nette préférence en tant que linguiste et psycholinguiste pour l'immersion qui est pratiquée par Diwan et ailleurs par des écoles basques et aussi alsaciennes. La première piste que je veux vous soumettre est donc pédagogique, mais avec un impact sociologique qui va jouer sur la visibilité et la légitimité renforcée du breton dans l'espace médiatique. La seconde sera également éducative, mais je vous en parlerai plus tard. Voyons la première proposition. Il s'agit de mettre en place une télévision éducative interactive en breton qui s'adresse aux élèves et aux classes. En commençant par le primaire, on peut penser à une extension plus tard au collège, mais il faut d'abord viser le primaire. Télévision qui serait diffusée de préférence sur une chaîne généraliste, mais comme dans le contexte d'une France très centralisée, c'est peu probable, il faudra donc peut-être compter plutôt sur une chaîne locale, associative, qui est donc moins généraliste et moins publique. J'aurais préféré une chaîne publique, mais bon. Il faudra donc avoir un décrochage d'antenne pour ces émissions de télévision éducative interactive, une ou deux fois 30 minutes par semaine, pas plus. C'est suffisant pour animer le travail que je vais ensuite vous décrire. J'ai parlé de ça ce matin rapidement entre deux intervenants, à mon voisin et ami Tanguy Louarn. Il me dit « mais ça relève de la région ». Mais je dis « oui, ça relève de la région ». Mais j'en ai parlé il y a 10 ans à Léna Louarn. Et bon, je comprends les difficultés, les lenteurs administratives ou politiques qui font que ça n'a pas vu le jour. Donc, je fais la comparaison avec ce qui s'est passé pour la langue. L'initiative pour les filières bilingues n'est pas partie du public, elle est partie de Diwan. C'était donc une association. Eh bien, pour la télé, ça sera peut-être le chemin le plus court pour ensuite créer des émulations avec d'autres chaînes qui feront peut-être la même chose ou mieux. Et là, il n'y aura pas de concurrence, il y aura complémentarité. En tout cas, je précise que ce que je vais vous décrire maintenant
c'est pas un gadget que j'ai fantasmé dans le confort de mon fauteuil de bureau. C'est une opération que j'ai mise en place dans une région bilingue d'Europe, qui est tout de suite de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc, la vallée d'Ost. J'ai été nommé en poste en 90 dans cette vallée pour renforcer ce qui était là-bas la langue minoritaire, le français. Alors donc, je vous donne le contexte rapidement, historique. La vallée d'Ost doit son autonomie régionale au fait qu'elle a son particularisme savoyard et francophone, c'est-à-dire à l'oral le savoyard, et comme langue traditionnelle de culture et d'administration, depuis les ducs de Savoie, c'était le français, y compris à l'église d'ailleurs. Donc voilà, le français était en perte de vitesse, il avait été éradiqué sous Mussolini, qui avait importé des milliers de travailleurs siciliens ou du sud de l'Italie pour italianiser la vallée. Et donc l'italien est devenu dominant dans la vallée d'Ost. Le français était à contre-courant. Donc me voilà en poste, je l'avais choisi ce poste, parce que je m'intéressais à la réalité concrète d'une éducation bilingue que je prenais déjà depuis des années, mais là je pouvais faire un constat et un bilan. Et donc j'arrive en poste, la réforme était partie de la maternelle et gagnait une année tous les ans. Et devait aller jusqu'au bac, et là, elle est d'ailleurs largement confirmée, c'est un succès. Les petits Valdôtains sont tous bilingues, et ils ont les deux langues au moment de la maturita, qui est le bac italien. Donc j'arrive en poste, la réforme arrivait au CM1. C'était le moment de faire un bilan. Alors tout marchait bien, les profs étaient bien formés, les manuels étaient parfaits, les enfants faisaient des progrès, mais il y avait un grand mais, c'est que ces enfants ne retrouvaient jamais le français en dehors des quatre murs de la classe. Dès qu'ils sortaient à l'extérieur, il n'y avait que de l'italien, donc pour eux le français était, même s'ils faisaient beaucoup d'efforts et de progrès, c'était limité à une discipline scolaire. Et donc pas de réalité vivante sociale, pas de bouffée d'air en langue française pour eux qui étaient dans une situation de minoritaire. Donc j'ai inventé avec une collègue italienne du Val d'Ost une télévision scolaire en français interactive qui... Alors j'explique tout de suite maintenant le détail. Il ne s'agissait jamais de leçons télévisées, c'était pas ça le but. C'était toujours des documents d'histoire, de géographie, sur le parc national du Grand Paradis, qui est le prolongement de la Vanoise, sur les torrents qui sont nombreux dans la vallée d'Ost, sur la pisciculture donc aussi, sur les châteaux forts, il y en a quelques-uns. Bref, sur toutes les matières possibles de l'école primaire, et aussi sur des contes et des légendes qui étaient soit locales, soit d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Je vous donne quelques exemples de travail qu'on demandait aux élèves. On demandait aux élèves, avant de présenter le document, on disait aux élèves, vous allez recevoir un document sur tel sujet, et ensuite vous devrez faire un travail de cette nature, de ce type, pour lesquels vous avez tel et tel moyen. Et ensuite on lançait le document et les élèves recevaient ça dans les classes par leur télé. Aujourd'hui on peut utiliser utilement le retour par le net. En tout cas, je vous donne quelques exemples. Ça pouvait être, si c'était un thème d'histoire, ça pouvait être les châteaux forts. Et si c'était un thème de géographie, ça pouvait être ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, le Grand Paradis, la faune et la flore du Grand Paradis, qui est la Vanoise de l'autre côté. Je me souviens d'une émission parce qu'il y a une usine de fabrication de monnaie en Vallée d'Ost. Donc on avait une émission sur la monnaie, c'était intéressant. Et puis quand il y avait un conte, alors qu'est-ce qu'on faisait d'un conte, que ce soit un conte de Hongrie ou du Vietnam ou du Maroc?
on lançait le conte et il y avait deux formules en gros. Soit on interrompait le conte à un carrefour narratif et on disait aux enfants, vous inventez la suite et vous nous envoyez la suite. Et cette suite était montrée, les meilleures suites inventées par les élèves étaient sélectionnées et reproduites à la télé 8 jours ou 10 jours après, et les élèves pouvaient entrer dans une émulation puisque les meilleurs travaux étaient en quelque sorte récompensés par l'apparition à l'écran. Une autre formule d'exploitation des contes, c'était de dire, bon, cette fois-ci on n'arrête pas le conte, mais on va stopper le son et vous allez seulement avoir l'image à partir du milieu, par exemple. Et vous inventerez la voix off, la voix du narrateur, ou les dialogues des personnages, et vous nous envoyez ce que vous avez inventé. Et de cette façon, tous ces documents diffusés à la télé entraînaient une pédagogie active et une implication des élèves. Mais au-delà de cette pédagogie active et de l'implication des élèves, c'était une façon de montrer que cette langue-là, et ici ça pourra être le cas du breton, peut être mis au service de réalités qui sont hors de la classe, qui sont les ports bretons, les églises gothiques bretonnes, la faune et la flore bretonne, bref, tout ce qui est l'environnement breton, le patrimoine, mais aussi la vie quotidienne. Du coup, le breton rentre en respiration avec des réalités. Et ce n'est pas seulement une recette pédagogique, c'est une amplification de la visibilité, de la légitimité de cette langue, y compris dans le vécu des enfants. Et donc ça passe par l'école et par la télé, mais ça va bien au-delà. C'est une respiration et une sortie des quatre murs de la classe. Voilà. Donc sur les 30 minutes de l'émission, il y avait donc 5 à 10 minutes consacrées à ce retour aux élèves, qu'on peut appeler feedback ou récompense ou encouragement. Et bon. Alors, et ensuite, il y a une dimension publique, plus large encore, puisque comme c'était diffusé sur la RAI, avec un décrochage d'antenne régionale de 30 minutes, tout le monde pouvait capter l'émission à la maison, et bien des familles le faisaient. Et donc, il y aura la possibilité de faire la même chose ici, et que les parents discutent ensuite de l'émission qu'ils auront vue ou qu'ils auront enregistrée avec leurs enfants le soir après l'école. Tout ça devient possible. Et si on utilise le net, encore mieux. Alors, maintenant, il faut que je dise 2 mots sur l'origine des documents. Dans le cas de ma télévision au Val d'Ost, il n'était pas nécessaire de produire des émissions inédites. Nous avons puisé dans le fonds documentaire que nous a procuré le CNDP de Paris et quelques autres sources françaises, donc on avait toute la documentation. Dans le cas du breton, ça sera un tout petit peu différent, il faudra puiser dans le fonds documentaire existant des télévisions bretonnes, mais là aussi on pourra recourir à des documents venant du CNDP ou d'ailleurs, venant donc d'autres régions de France, mais cette fois il faudra du doublage. Il faudra du doublage et donc ça sera un travail propre à la régie qui s'occupera de cette affaire. En résumé, cette régie aura 3 tâches. La sélection et le montage des documents, l'animation de l'antenne parce qu'il faudra qu'une ou 2 personnes présentent l'émission, au début d'émission, et ensuite ils se retirent et les enfants voient le document. Et donc animation d'antenne, et puis explication des consignes de travail aux enfants. Enfin, présentation des travaux reçus à la régie. Et puis, comme l'équipe télévisuelle doit travailler avec une équipe pédagogique, l'ensemble fera une planification pédagogique sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, visant à couvrir la plus large palette possible des thèmes et des sujets qui correspondent aux disciplines de l'école et aux activités des classes primaires. N'oublions pas que, à destination des enseignants impliqués dans cette opération,
il faudra un fascicule d'accompagnement pour leur dire à l'avance ce qu'il y aura dans les émissions et comment les exploiter au mieux. Donc un fascicule pédagogique sera produit en marge des émissions de télé. Alors, je n'ai pas dit l'essentiel encore. Une télévision de ce type, interactive, c'est bien sûr un puissant stimulateur éducatif parce qu'elle suscite une activité très intense, l'apprentissage en breton, mais aussi parce qu'elle rend visible et en quelque sorte publique les performances des élèves, ce qui les motive d'autant plus qu'elles deviennent publiques. C'est donc pas un gadget pédagogique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis il y a un autre enjeu. En faisant sortir le breton des quatre murs de la classe, pour mettre les enfants en présence de réalités bretonnes sur les lieux, sur la culture, sur la vie quotidienne, eh bien, on rend les choses beaucoup plus vivaces, observables, documentées. La langue bretonne y gagne en visibilité, en légitimité et en pratiques diversifiées. Alors, je suis prêt à apporter ma petite expertise à l'équipe qui aura la volonté de mettre ça en place et qui se lancera dans cette belle entreprise. J'oubliais un point non négligeable. Il concerne le marché de l'emploi. En développant une télé éducative, on crée des postes de travail ciblés sur la langue bretonne, ce qui n'est pas du tout indifférent. Surtout si, compte tenu de l'étendue de la Bretagne, on crée non pas une régie, mais 4, une par département, 5 même, avec la Loire-Atlantique que je n'oublie pas. C'était un lapsus. Pardon. Alors, j'ai terminé sur le sujet de la télé interactive. Et je passe à ma seconde piste qui est aussi importante et peut-être plus stratégique encore. Il faut partir de cette donnée essentielle, fondamentale, que le bilingue précoce apprend plus facilement sa troisième et sa quatrième langue que son camarade monolingue du même âge et du même milieu socio-culturel qui apprend cette même langue, mais en deuxième position à un âge plus avancé, parce que lui, il n'a pas le démarrage bilingue précoce. Donc, on peut ouvrir les filières bilingues au plurilinguisme en introduisant l'anglais ou une autre langue internationale dès la grande section de maternelle, quand les premières bases du breton sont déjà acquises à l'oral. C'est-à-dire que le breton aura de toute façon non seulement un temps d'avance, mais un horaire privilégié et de préférence immersif, et que l'anglais n'arrivera pas au détriment du breton, mais je reviendrai sur cette question après. J'ai mené une évaluation, il y a déjà une dizaine d'années de ça, à l'initiative de mon voisin ici présent, sur les écoles bilingues de Vannes. C'était à la demande du réseau d'I1 il y a quelques années. Donc, j'ai observé les classes pendant plusieurs semaines. Je suis allé depuis les petites classes, petites sections de maternelle, jusqu'à la troisième du collège. Et j'ai surtout observé, puisque c'était ça le cahier des charges, l'enseignement de l'anglais. Je suis allé quelques fois dans les autres séances en breton, mais c'est surtout l'anglais, puisque ce qu'on me demandait, c'était de mesurer la différence de comportement et d'acquisition des enfants bilingues et des enfants monolingues du même établissement, parce que ces établissements avaient la filière bilingue, mais aussi des filières monolingues. Donc, systématiquement, si je visitais un CM2 bilingue en anglais, donc dans son horaire d'anglais, je visitais aussi le CM2 parallèle monolingue dans son horaire d'anglais. Je précise qu'ils avaient le même nombre d'heures,
un nombre d'heures assez restreint d'ailleurs, et les mêmes enseignants. Donc les paramètres nombre d'heures et enseignants étant éliminés, étant égaux, il restait à comparer les performances des élèves. Et là, je peux vous dire ce que j'ai constaté au bout de quelques jours et qui s'est confirmé au fur et à mesure que je montais dans les niveaux de classe. À savoir que les enfants bilingues étaient plus actifs, plus entreprenants, plus intrépides même, je dirais, dans l'apprentissage de l'anglais que leurs camarades monolingues. Comme ils avaient déjà fait 2 fois le parcours avec le français et le breton, ils avaient des stratégies d'apprentissage plus naturelles, plus diversifiées, plus rapides que leurs camarades monolingues qui abordaient le même anglais au même moment et avec le même horaire et les mêmes enseignants. Donc il y avait un changement de comportement du fait même du bilinguisme, un changement dans les stratégies d'apprentissage et d'acquisition. Et ce qui fait que quand j'observe 2 classes de 3e, l'une en anglais chez les bilingues et l'autre en anglais chez les monolingues, alors je commence par la classe d'anglais chez les bilingues, le prof était un prof de SVT, Sciences de la vie et de la terre, écossais, et pendant toute l'heure où j'ai assisté à cette leçon sur les immunités, les vaccins, les défenses naturelles contre la maladie, etc., je n'ai pas entendu un traître mot de français. Tout a été dit dans les échanges entre profs et élèves, dans les productions orales et écrites, tout était en anglais. Donc voilà, des élèves qui étaient bilingues, ont eu l'anglais au départ avec un petit horaire, puis ensuite l'horaire est devenu l'horaire normal des collèges, et arrivés en 3e, ils pouvaient suivre une leçon de SVT sans recours à un seul mot de français. Je passe à la classe de 3e parallèle, et qu'est-ce que je constate? Ils ont un bon niveau, mais ils ne sont pas encore en mesure d'aborder franchement la totalité d'une matière dans cette langue. Ils sont encore dans, disons, les exercices structuraux où on reprend une structure, on la modifie un peu, on change quelques mots et on s'exerce à bien maîtriser la structure, bien maîtriser les mots, bien maîtriser la prononciation, mais on n'est pas encore dans l'utilisation transdisciplinaire de la langue anglaise. Donc, il y avait disons, une meilleure performance des enfants bilingues apprenant l'anglais que des enfants monolingues. Alors, pourquoi une telle innovation dont certains pourraient craindre qu'elle se fasse au détriment du breton? C'est le contraire, en fait, qui va se produire. Non seulement les élèves ne s'en trouveront pas ralentis dans l'apprentissage du breton, mais en outre, cette ouverture plurilingue attirera vers les classes bilingues des familles qui trouveront dans la présence de l'anglais une motivation supplémentaire qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ils vont trouver dans la présence de l'anglais une façon de se décider pour diriger leurs enfants vers les filières bilingues bretonnes, à condition que ce soit les filières bilingues qui en prennent l'initiative les premières. Parce que si on attend que ça soit fait par l'éducation nationale, ça sera toujours au profit de l'anglais et au détriment du breton. Mais si c'est fait par les filières bilingues bretonnes, ça sera au bénéfice du breton et au passage avec l'apprentissage de l'anglais ou d'une autre grande langue internationale. Ceux qui craignent que ce programme n'affaiblisse le niveau en breton ont également tort pour 3 raisons. D'abord, le breton s'appuie quand même, surtout à cet âge-là, sur un environnement. Même si cet environnement, il est ce que vous savez, et il y a de beaux restes, plus que de beaux restes, il y a du patrimoine, des danses, des chants, des récits, des contes, des légendes, des lieux, des toponymes, des églises, des châteaux, des ports, il y a tout un patrimoine. Mais cet environnement, il est présent pour les enfants, et l'anglais n'est présent qu'à partir du moment où ces enfants auront accès à la musique, aux comptines et à l'informatique un peu plus tard. Donc le breton bénéficie de l'environnement, il bénéficie de la précocité et il bénéficiera forcément de l'horaire, qui ne sera pas le même pour l'anglais. Alors,
On peut ne pas partager toutes ces motivations que j'ai supposées chez les parents. On peut même en discuter. Mais on ne peut pas rester sourd à cette attraction qu'exerce sur l'opinion en général et sur les parents en particulier la maîtrise de plusieurs langues sur cette planète désormais mondialisée. Alors, ce ressenti des parents d'élèves rejoint une réflexion qui nous vient non pas d'un linguiste, mais d'un grand sociologue, Pierre Bourdieu, trop tôt décédé. Et que disait-il, Bourdieu? Il constatait que l'attirance pour une langue ne réside pas au premier chef dans la langue elle-même, ni dans la culture qu'elle véhicule, mais dans le capital linguistique que procure cette langue, telle ou telle langue, à l'individu. Et le capital linguistique, par quoi est-il déterminé? Par le marché linguistique, dit Bourdieu. Le marché linguistique que cette langue ouvre à ses locuteurs. C'est donc de cette façon qu'il faut comprendre et apprécier le succès de l'anglais, le succès du français, le succès de l'espagnol, le succès de l'allemand, le succès du russe, le succès du chinois, le succès du portugais, dont l'usage permet l'accès à des vastes contrées du monde pour toutes ces langues que je viens de citer. Ce qui veut dire que si dans une filière bilingue, on choisit non pas de mettre en troisième langue l'anglais, mais l'allemand ou l'espagnol, ça sera une initiative très bienvenue. Disons un mot sur cette histoire de choix de l'anglais. Bien sûr, il est inévitable que dans la panoplie d'un plurilingue, l'anglais soit présent dans sa panoplie, c'est sûr. Mais le risque avec l'anglais, surtout si c'est appris par des monolingues, c'est que l'anglais fasse obstacle aux autres langues. Alors qu'aucune langue ne fait obstacle à l'anglais. Au contraire, toutes les langues prépareront à un apprentissage efficace de l'anglais. Alors, c'est parce qu'un démarrage dans la vie avec un bilinguisme précoce français-breton ouvre la voie à d'autres langues, c'est ça qu'il faut exploiter. Il faut exploiter cet atout au bénéfice de la promotion du breton. Le breton précoce ouvre la voie au plurilinguisme et le plurilinguisme prend son sens en s'ancrant, en s'enracinant dans l'acquisition précoce du breton, qui est quand même la langue de l'environnement à côté du français. Autrement dit, je conclurai sur cette idée, la clé anglaise n'est pas la clé universelle, c'est le plurilinguisme qui est la clé universelle. Je vous remercie.